Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'événement Les Mardis Horizons. Donc, les Mardis Horizons sont des rendez-vous bimensuels qui se dérouleront toujours le mardi et à midi, donc pour échanger sur des sujets clés et apporter des solutions concrètes et rapides à mettre en œuvre. Alors, les Mardis Horizons sont constitués de plusieurs épisodes. Il y en aura 8 au total, donc jusqu'à la fin de l'année dont nous animons aujourd'hui le premier qui s'intitule Améliorer les flux de travail et la visibilité sur l'avancement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Extend Business Consulting, nous sommes un cabinet de conseil et d'AMOA possédant une forte expertise donc, sur l'ensemble du cycle de vie des produits, disons de la construction de l'offre jusqu'à la mise en magasin. Voilà, nous intervenons sur des missions en lien avec l'amélioration de la performance globale des organisations. Et nous sommes en quelque sorte des facilitateurs, des coordinateurs entre les différentes parties, donc entre la direction générale, les métiers, l'informatique, et quand cela se prête, les éditeurs également. Alors, si vous avez des questions, on va procéder ainsi. Vous les enregistrez dans le chat. On prendra donc la parole et on prendra les questions qui ont été postées en fin de session et en y apportant des réponses. Alors, pourquoi l'amélioration des flux de travail est si importante aujourd'hui? Eh ben, c'est justement parce qu'on est dans un environnement incertain et sous pression. Les crises s'enchaînent et pourtant les marques doivent continuer à sortir des collections, à livrer à temps, séduire des clients exigeants et tout ça avec des marges qui fondent. Donc, particulièrement dans le secteur de la mode, à cela s'ajoute une forte concurrence des plateformes chinoises et du fast fashion. Le secteur subit globalement une forte baisse des ventes et une difficulté à répercuter la hausse des coûts sur les prix de vente. Les chaînes de valeur également sont beaucoup trop rigides. Donc on parle en construction de l'offre, de processus d'achat ou encore des processus de production. On a des lead times de mise sur le marché qui sont beaucoup trop longs et un manque de réactivité face aux évolutions de la demande. Alors on peut aussi constater au niveau des outils une forte dispersion et des outils qui restent globalement encore trop souvent déconnectés. Donc tout cela amène à un manque de visibilité globale sur les flux de travail et un manque d'efficacité opérationnelle. Donc soyons honnêtes, aujourd'hui on constate quand même beaucoup de marques qui ont encore des processus établis il y a longtemps avec trop de fichiers Excel, des outils qui ne communiquent pas entre eux et des décisions qui sont prises à l'aveugle. Et tout ça, ça coûte cher. Alors du coup, pourquoi améliorer la performance des flux de travail pour garantir la réussite de l'entreprise? Donc comme Marc le disait précédemment, aujourd'hui, le secteur de la mode est en crise, hein. C'est un contexte qui est difficile. Ce qu'on remarque chez nos clients, c'est qu'évidemment les budgets sont réduits, voire coupés. Mais à côté de ça, il y a une forte pression pour, améliorer la performance, pour continuer à croître ou même pour survivre dans ce contexte. Donc comment faire sans budget pour continuer à améliorer la performance? Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a enfin, certains clients ont mal anticipé la demande. On est dans un contexte où la demande est fluctuante et fluctuante plutôt à la baisse, hein. Il y a une baisse du pouvoir d'achat, du coup, moins de ventes réalisées. Certains clients qui n'ont pas la réactivité, pour pouvoir ajuster, la production en fonction de la demande, se retrouvent donc avec un stock, d'invendus à écouler, ce qui évidemment est une perte à gagner et après, un challenge sur comment écouler ce stock tout en continuant à produire les prochaines collections. Ensuite, on a également eu des clients, qui ont eu beaucoup de retard, dans les livraisons. Donc avec un lead time de production qui a été impacté par, la situation, actuelle, le contexte, géopolitique ou juste par une mauvaise maîtrise des flux. Donc ce retard, de livraison, ça représente également un manque à gagner. C'est-à-dire le produit n'est pas au bon endroit au bon moment et dans un contexte où la demande est à la baisse, ça représente, un manque à gagner qui n'est pas négligeable.
Donc, comment la formalisation des flux de travail et des rétro-plannings peut permettre de répondre à ces problématiques? Donc déjà, en formalisant les flux, on va permettre de donner la visibilité sur l'ensemble du process de développement. Donc, cette visibilité va permettre d'avoir une vision rapide sur quels sont les points de blocage ou quels sont les axes d'amélioration nécessaires sur l'ensemble de la chaîne. Ensuite, ça va nous permettre de challenger le temps et les méthodes de travail de chaque équipe. On va pouvoir redéfinir le qui fait quoi, à quel moment, comment, quelles informations sont à communiquer, avec quel outil. Voilà, donc, toute cette clarification va permettre de réduire le temps opérationnel alloué à chaque tâche et donc d'améliorer l'efficacité du process entier. Enfin, ça va permettre aussi d'uniformiser la donnée. Donc, quand on va clarifier la répartition des missions, on va aussi clarifier la répartition dans l'échange d'informations. C'est-à-dire non seulement qu'est-ce que je dois faire, mais quelles informations je dois communiquer une fois que j'ai fini ma tâche. Et quelles informations les autres équipes ont besoin pour, elles, réaliser leur tâche. Et donc, chaque équipe va pouvoir avoir accès à la bonne information au bon moment, sans rentrer dans un projet de mise en place d'un nouvel outil, parce qu'on a bien compris que les budgets aujourd'hui ne le permettent pas. Donc, on ne va pas travailler sur l'outil, mais on va travailler sur la clarification du flux d'informations autour du même outil. Donc, concrètement, qu'est-ce que ces améliorations sur le flux de travail va amener pour l'entreprise? Concrètement, ça va amener une meilleure maîtrise des coûts. On va pouvoir optimiser chaque ressource humaine. Il ne va pas y avoir de redondance, chaque équipe ne va pas faire la même chose. Aujourd'hui, parfois, ça peut arriver chez des clients d'avoir une même mission qui est réalisée par 2 équipes, mais à des moments différents parce que l'information n'est pas passée d'une à l'autre. Donc, du coup, ils refont la même chose. Donc ça, c'est une perte de coût parce qu'il y a 2 personnes pour faire la même chose, littéralement. Ça va également permettre d'avoir une meilleure prise de décision stratégique pour l'entreprise. On va libérer du temps qui était dédié à l'opérationnel pour que les équipes puissent se consacrer à la prise de décision, à la prise de hauteur et se consacrer à qu'est-ce qui est vraiment important dans un contexte difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien structurer sa collection pour bien structurer à la demande. Ce qui est important, c'est de bien travailler son parc de fournisseurs pour avoir le bon fournisseur qui va permettre d'avoir la meilleure qualité possible au meilleur prix possible, donc d'optimiser les marges. Donc, en libérant du temps opérationnel aux équipes, ils vont pouvoir se concentrer sur les sujets importants pour la performance globale de l'entreprise. Et enfin, ça peut permettre aussi de réduire, d'optimiser le lead time de développement et de production qui permet de maximiser les ventes parce qu'on garantit que le bon produit sera au bon moment, au bon endroit. Donc, on ne rate pas de vente. En fait, tout ça, c'est en gros de réduire les coûts, donc les coûts de développement et de production, et de permettre d'avoir le bon produit avec la meilleure qualité, la meilleure marge possible, au bon endroit, au bon moment. Et on aura un épisode qui reviendra sur la maîtrise des coûts dans l'épisode 3. Je vais essayer de préciser. Enfin, donc, quels sont les leviers, donc on en a un petit peu parlé, mais quels sont les leviers de performance sur lesquels on va jouer lorsqu'on va améliorer les flux de travail? Donc, ça va être l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Donc, cette efficacité opérationnelle, elle a un lien elle se répercute sur l'augmentation de CA, mais aussi sur la réduction des coûts. Ça va aussi permettre de réduire les stocks, qui elle-même va permettre d'améliorer les performances RSE de l'entreprise. Et on va également permettre d'améliorer l'engagement des collaborateurs. Dans un contexte où ils ont une vision de pourquoi ils le font, comment ils le font, ils savent que leurs tâches opérationnelles sont réduites, qu'ils ont plus de temps pour les décisions stratégiques, ils vont aussi mieux se sentir. Donc, ça va permettre de mieux les motiver au sein de l'entreprise. Et puis, les gains de lead time qui sont non négligeables, comme on l'a vu précédemment. Alors, le facteur humain, on a voulu faire un petit focus sur le facteur humain parce qu'on pense que c'est essentiel dans toute démarche d'amélioration des flux de travail. Aujourd'hui, toujours, le système, l'industrie de la mode, c'est un système cyclique. Donc, les collections s'enchaînent, voire parfois se superposent. Et c'est un challenge pour les équipes de travailler sur plusieurs collections en même temps, en s'assurant que chacune sorte bien en temps voulu. Dernièrement, il y a eu beaucoup de changements de direction au sein des maisons. On l'a vu beaucoup dans les maisons de luxe, beaucoup de changements de direction artistique. Il peut y avoir aussi beaucoup de changements au niveau de la direction, même du PDG.
Et les équipes doivent s'adapter du coup à des nouvelles façons de travailler, des nouveaux modes de management. Ce qui peut être stressant et ce qui peut être perturbant dans leur façon de travailler. Et enfin, le marché du travail aujourd'hui dans le secteur de la mode est saturé, ce qui peut créer aussi un climat d'anxiété au sein des équipes. Donc les équipes travaillent constamment dans l'urgence, dans un environnement mouvant, ils n'ont pas le temps pour prendre de la hauteur, ils sont fatigués, ils sont en burn-out, il y a du turnover. Donc c'est important de prendre ce facteur-là, donc de prendre le facteur humain en compte lorsqu'on mène un projet d'amélioration des flux de travail. Donc l'amélioration des flux de travail, c'est un projet qui va permettre d'améliorer la performance globale de l'entreprise, mais ça va aussi permettre d'améliorer le bien-être des équipes et c'est important qu'ils aient cette vision-là pour bien les embarquer dans un projet, pour qu'ils comprennent que c'est pour la performance de l'entreprise, mais c'est aussi pour eux. Donc ça va leur amener un gain concret dans leurs conditions de travail. Alors, on voulait vous apporter aussi un petit peu de méthodologie dans tout ça. L'amélioration des flux de travail, donc les flux de travail qui vont inclure à la fois les processus, mais aussi les interactions entre les équipes. Ça doit se dérouler dans un ordre précis, dans un ordre méthodique. Voilà, on ne commence pas, par exemple, par le rétro-planning ou par les lead time. Donc, on va commencer déjà par formaliser les processus et formaliser les interactions. Donc, pour formaliser les processus, l'important, c'est d'y aller par niveau de granularité. Donc, on commence par le plus haut, on définit les chaînes de valeur qui ont tendance justement à se rigidifier un petit peu aujourd'hui face au contexte qu'on a présenté, et on les décline en macro-processus, en processus. Voilà. Il peut y avoir différents niveaux de granularité, et pour arriver jusqu'aux activités, les activités sont le niveau sur lequel on vient déclarer un rôle et une responsabilité, donc des personnes dédiées dans l'accomplissement de l'activité. Enfin, les activités en tout dernier niveau de granularité peuvent être définies également sous forme de procédure. Et ce sont ces deux derniers niveaux en général sur lesquels on vient de spécifier les outils et qui nous permettent d'obtenir les process outillés. À ces process, donc, on vient également clarifier les interactions. Donc, les interactions entre les équipes, on vous propose ici 3 différents outils qui peuvent être employés, en tout cas que nous employons dans les démarches d'optimisation et d'amélioration des flux de travail. Donc, le premier, c'est de cartographier les interactions. Voilà, donc l'intérêt de cartographier les interactions, c'est on positionne un métier, un profil donc au centre et on définit l'ensemble des interactions qu'il a avec les autres équipes. Donc des interactions sortantes, des interactions entrantes. Tout ça permet de montrer rapidement les dysfonctionnements, les doublons, des manques de communication, des manques d'interaction claires, trop d'intermédiaires, donc il peut y avoir entre les métiers. Le deuxième outil, c'est la matrice RACI, assez connue donc, pour détailler la répartition des rôles et des responsabilités, qui donne une visibilité vraiment par profil en termes de qui est responsable de quoi, qui contribue à quoi et qui doit être informé de quelle activité. Et le troisième outil, qui est beaucoup plus axé sur la prise en compte justement du facteur humain, comme le présentait Héloïse juste avant, qui est la prestative inquiry, qui est une approche positive par les forces et qui permet d'améliorer le dialogue, les explications et la projection de comment améliorer justement ces interactions et ce flux de travail. Cette Appreciative Inquiry sera détaillé lors d'un prochain épisode, l'épisode 7, qui va venir approfondir ce sujet. Voilà, donc on a 3 outils simples à mettre en place qui permettent de clarifier les interactions et notamment le rôle du facteur humain au sein des flux de travail et qui sont nécessaires dans toute amélioration, dans toute démarche d'amélioration de la performance individuelle et collective. Enfin, une fois qu'on aura clarifié ces process, ces interactions, on va venir y renseigner les délais pour chacune des étapes, chacun des processus, chacune des activités. On définit également ce qu'on appelle le critical path, donc ce sont les chemins critiques, donc les chemins incontournables et qui vont permettre de définir le lead time. La définition de lead time est essentielle justement pour pouvoir clarifier et améliorer les flux de travail et notamment les délais de mise à disposition en production ou à livraison en magasin. Voilà. Donc là, on vous donne un exemple.
de deux types de lead time complètement opposés, hein. L'un où on est sur des développements internes qui peuvent aller jusqu'à 1 an, 2 ans, et des pickings qui peuvent se faire simplement en 5-6 mois. Enfin, une fois que les lead times seront clarifiés, vous pourrez vous attaquer et vous attacher à optimiser et communiquer vos rétro-plannings de collection. Alors ensuite, on va parler un peu plus en détail des KPI qui peuvent être implémentés. Donc déjà, à quoi sert un KPI? Donc un KPI sert à mesurer l'efficacité d'une amélioration. Donc une fois qu'on a mappé tous les flux de travail et qu'on a défini un certain nombre d'améliorations à apporter, un KPI sert à définir l'objectif que cette amélioration va apporter à la performance globale de l'entreprise et à s'assurer que cet objectif a bien été atteint. Donc, il a bien été atteint au moment où on l'a effectué, mais aussi que ça perdure dans le temps. Il n'y a pas de rétropédalage en fonction d'évolution du contexte. Donc, mesurer les manins. Il peut aussi permettre d'identifier de nouveaux axes d'amélioration. Donc ça permet dans le temps, en fonction de l'évolution du contexte, de voir s'il y a des nouveaux leviers qu'on peut activer pour améliorer la performance globale de l'entreprise. Et un KPI peut aussi servir à la communication interne et externe, donc interne entre les différentes équipes, pour prioriser entre les différents axes d'amélioration à apporter en fonction de leur impact global sur l'entreprise, ou peut également servir à la communication externe avec le board de direction ou avec les investisseurs pour avoir une vision plus concrète de la situation de l'entreprise et prendre les décisions appropriées. Donc ici, c'est un exemple de différents tableaux de bord qui peuvent être mis en place avec des KPI pour mesurer la performance. Donc le premier, avec la liste de toutes les améliorations qui peuvent être apportées et les actions d'amélioration correspondantes, et l'impact de chaque amélioration sur les leviers de performance de l'entreprise. Donc ça peut permettre de prioriser l'ordre dans lequel on va apporter les différentes améliorations en fonction de l'impact que ça va avoir. On peut voir également les interactions entre les différents leviers de performance. Et à droite, qui est plus micro, donc par le grand levier de performance, par exemple l'augmentation du CA ou la réduction des coûts, la répartition des KPI par flux de travail pour se donner un objectif et pour s'assurer qu'on a bien atteint cet objectif. On pourrait éventuellement identifier de nouveaux axes d'amélioration qu'on n'aurait pas identifiés précédemment. Alors en conclusion, voilà, on voulait vous citer cette phrase, que dans un monde incertain, ce ne sont pas les plus gros qui survivront automatiquement, mais bien les plus agiles. Voilà, donc il ne s'agit pas d'une taille d'entreprise ou d'une taille de CA, c'est vraiment ceux qui auront réussi à investir dans l'amélioration continue, dans l'embarquement de leurs équipes, qui auront un avantage concurrentiel décisif. Voilà, donc on a terminé pour cette présentation qui se voulait courte volontairement pour un format pratique sur l'heure de midi. On va regarder les questions qui ont été posées et on va tenter d'y apporter voilà, quelques réponses. Alors, on a une... Ouais. Oui. Ah oui, tu as une réponse. Tu as une question, Héloïse? Alors, j'ai une question. Pourquoi les marques devraient investir dans l'amélioration des processus maintenant que les budgets sont contraints? Oui, c'est justement, oui, tout à fait. C'est justement parce que les budgets sont contraints qu'il est vital aujourd'hui de faire plus avec moins, donc avec des budgets contraints. Améliorer les processus, ça permet par exemple d'éviter les gaspillages, de mieux allouer les ressources, de regagner aussi des points de marge. Et tout ça, donc du coup, évidemment, sans devoir couper dans la qualité ou les effectifs, mais qui peuvent se réaliser justement dans des situations de budget contraint. Et moi, j'ai une autre question qui a été envoyée. Donc, c'est Héloïse, qu'est-ce qu'on appelle un bon processus? Comment on sait si finalement son processus est performant ou non? Alors, un bon processus, c'est un processus qui est clair, qui est fluide, qui n'est pas redondant entre différentes équipes,
qui garantit la bonne transmission d'informations à la bonne équipe au bon moment et qui permet de maximiser le lead time global des développements des collections. Et puis, bah, pour tous ceux qui se poseraient la question, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de l'embarquement des personnes, qui est une vraie nécessité à en prise en compte. Voilà, si vous demandiez comment est-ce qu'on peut faciliter l'embarquement des équipes, outre les outils qu'on vous a montrés qui permettent justement de statuer, de visualiser ce qui fonctionne moins bien, eh bien, la clé, c'est vraiment de co-construire avec vos équipes, de construire justement ces flux de travail, l'amélioration de ces flux de travail, de montrer que au final, ce n'est pas plus de travail, ce n'est pas pour apporter plus de contraintes, mais au contraire, moins d'efforts, surtout des efforts inutiles. Voilà, donc on est là vraiment pour gagner en valeur ajoutée dans les actions et les activités opérationnelles, et de valoriser donc leurs activités par des gains concrets, gain de temps, meilleure lisibilité, moins de stress. Voilà, ben écoutez, on est arrivé au terme de cette présentation. On, on a un petit QR code pour vous demander si si vous pouvez répondre à à un questionnaire de satisfaction qui comporte juste quelques questions en flashant ce QR code, et sinon nous vous transférerons ce lien également par un mail de remerciement suite au webinaire. Voilà, on n'oublie pas la fameuse saga des Mardis Horizon qui continue avec un deuxième épisode sur les éco-contributions, donc qui sera animé par Elodie qui est une experte mode et RSE, qui se déroulera donc dans une quinzaine de jours, le 22 juillet, toujours à midi. Et vous avez un QR code pour pouvoir dès maintenant vous inscrire et recevoir le lien pour y participer. Écoutez, nous vous remercions, nous vous souhaitons un bon appétit, une bonne fin de journée, et nous vous disons à bientôt.